Mesdames et messieurs les membres du jury, chers collègues, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui ici devant vous pour vous présenter le fruit de mon travail d'habilitation à diriger les recherches que j'ai choisi d'intituler « Efficacité énergétique des sites industriels, de la donnée au remodelage des procédés et des systèmes énergétiques ». Mon exposé se présentera comme suit. Je vais d'abord vous présenter un bilan de mes parcours académiques, parcours professionnels et parcours en pédagogie. J'en viendrai ensuite à l'exposé du contexte et de l'objet de mes recherches. J'ai choisi ensuite 3 contributions emblématiques sur lesquelles je porterai mon attention, avant de conclure par un bilan et un exposé des recherches en cours et futures. Mon parcours en génie des procédés démarre en 1996, particulièrement attiré par les disciplines telles que la thermodynamique et la chimie industrielle. Je choisis d'intégrer l'NCGC de Toulouse pour y préparer un diplôme d'ingénieur. Particulièrement attiré aussi par l'enseignement, je me projette très tôt vers le métier d'enseignant-chercheur et choisis de préparer en parallèle de mon diplôme un DEA. Dans le cadre de ce DEA, j'ai l'occasion de faire un stage, notamment dans l'équipe analyse fonctionnelle des procédés du laboratoire de génie chimique sous la direction de Soun Meyer, et ça éveille mon appétence pour la recherche et mon goût pour la modélisation et la simulation des procédés. Je suis diplômée en 1999 et intègre le laboratoire de génie chimique pour y préparer une thèse de doctorat sous la direction conjointe de Xavier Julia, ici présent, et de Soun Meyer. Au cours de ces années de recherche, j'ai aussi une activité de monitorat qui conforte ma motivation pour l'enseignement et la recherche. J'obtiens mon doctorat en 2002 et j'enchaîne par la suite en tant qu'ATER 2 années durant. Je suis ensuite ingénieur de recherche, d'abord pour la société Prosim, puis pour le laboratoire de génie chimique, où je travaille pour le compte du CEA de Arkema. Durant ces 2 années, qui sont quand même assez empreintes de doute sur mon avenir professionnel, je demeure quand même animée par ma vocation pour l'enseignement et la recherche, comme en témoigne mon implication dans l'encadrement de thèses alors préparées au LGC, des vacations en enseignement, et puis de multiples candidatures au concours CNRS ou à des postes de maître de conférence. J'obtiens mon poste en 2006, j'intègre l'INP de Toulouse pour développer des activités d'enseignement à l'ENSI 7 et des activités de recherche au département procédés et systèmes industriels du laboratoire de génie chimique. Depuis mon recrutement jusqu'à ce jour, mon activité se traduit par une activité et un investissement intensif en recherche et en enseignement. Je reviendrai plus largement et plus dans le détail sur mon activité de recherche par la suite. Concernant mes activités d'enseignement, cela se traduit tout naturellement par un présentiel important, par l'élaboration de nouveaux modules d'enseignement, par le suivi des étudiants dans toutes les étapes de leur cursus et dans la construction de leurs projets professionnels. À ce titre, j'ai aussi eu l'occasion d'accompagner les étudiants dans la construction de leurs projets de mobilité à l'étranger. Et dans ce cadre, j'ai eu l'opportunité de contribuer à la construction d'un accord de double diplôme avec une université suédoise. Alors, sur le plan pédagogique plus particulièrement, fortement impliqué durant mes années de monitorat et d'ATER dans les enseignements relatifs à l'informatique et à la programmation orientée objet et à la programmation plus en général, je poursuis tout naturellement cet investissement et je prends la responsabilité d'un certain nombre de modules d'enseignement sur ce thème. Par ailleurs, ayant été recrutée pour développer des activités de recherche dans l'efficacité énergétique des procédés, j'ai saisi chaque opportunité de pouvoir prendre la responsabilité de certains modules et de les construire et de les développer au cours de toutes ces années. Depuis quelques années maintenant, j'exporte même ces enseignements en dehors de l'INP, en intervenant notamment à l'école des mines d'Alès. Comme en témoigne ce graphique, ces 2 thématiques contribuent à elles seules à 80% de mon implication pédagogique. Alors j'ai d'autres interventions plus anecdotiques qui touchent à la modélisation, simulation des procédés et à des disciplines aussi concernant plutôt le génie industriel. Alors ce graphique témoigne d'un investissement pédagogique constamment au-delà de la charge statutaire durant toutes ces années d'exercice. Alors si cet investissement peut être perçu comme un frein à une activité de recherche soutenue, dans la mesure, à mon sens, où elle est complémentaire de l'activité et en phase avec l'activité de recherche menée, je crois au contraire que cet investissement est légitime, voire profitable. Alors profitable dans mon activité de chercheuse, puisqu'il n'est pas rare que des concepts et de nouvelles idées émergent au détour de questions posées par les étudiants, et puis aussi profitable par les étudiants parce que je ne tarde jamais à transférer les nouvelles découvertes dans mes enseignements, ce qui suscite d'autant plus l'intérêt des élèves. Depuis quelque temps, j'essaye aussi de développer des nouvelles approches pédagogiques
en préparant notamment pour le cours d'intégration énergétique des supports de cours sur lesquels les étudiants vont pouvoir travailler de manière autonome, et ce, de manière à transformer les séances de présentiel en réelles séances de brainstorming, nettement plus interactives et nettement plus didactiques. J'essaye aussi autant que possible de faire des liens et des ponts entre mes différents enseignements. À titre d'exemple, en informatique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'NCA7, notre objectif n'est pas de former des programmeurs, mais plutôt des utilisateurs avertis de simulateurs, de codes de calcul. Donc il me semble intéressant de pouvoir montrer l'applicabilité de ces compétences dans leur futur métier. Et donc, j'essaye de proposer aux étudiants en informatique des applications de métier, en l'occurrence, dans mon cas, des applications touchant à l'intégration énergétique. J'en viens maintenant au contexte et à l'objet de mes recherches. Donc, le récent rapport du GIEC vient d'alerter la communauté scientifique sur l'urgence de la situation climatique, en précisant que les activités humaines sont à elles seules responsables d'environ 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc si rien n'est fait pour contenir cette augmentation en dessous de 1,5 degré, l'accentuation de l'effet de serre pourrait provoquer un emballement qu'il serait difficile de contenir. Donc face à cette situation, la communauté scientifique est déjà fortement mobilisée sur le développement d'alternatives aux énergies fossiles, mais dans l'attente de l'arrivée à maturité de ces énergies, l'efficacité énergétique apparaît comme une réponse pertinente à court et moyen terme. Ce diagramme, introduit par l'ADEME, représente sous la forme d'un diagramme de Sankey le devenir de l'énergie thermique apportée le plus souvent à un système industriel sous la forme de combustible dans l'industrie. Donc si une grosse partie de l'énergie est qualifiée d'utile, car directement utilisée par la production, une part non négligeable peut être qualifiée de fatale, car perdue. Donc on va distinguer dans la chaleur fatale évitable, c'est-à-dire celle qu'on va pouvoir ne pas produire, au moyen de recours à des méthodes relevant de la sobriété énergétique. On va avoir la chaleur fatale valorisable en interne, au moyen de la mise en œuvre de nouveaux réseaux d'échangeurs de chaleur. J'y reviendrai plus en détail dans la suite de cet exposé. C'est le concept d'intégration énergétique. Ou alors de la chaleur fatale valorisable en externe, par le biais de valorisation par voie mécanique, chimique ou thermique. Donc les leviers pour améliorer l'efficacité énergétique d'un site sont très diversifiés et il peut être difficile pour un ingénieur de site, pour un exploitant, de sélectionner celui qui sera le plus adapté à sa situation. Donc dans ce contexte, mes activités de recherche visent à développer et à proposer des méthodologies qui vont pouvoir déjà aider l'ingénieur dans la réalisation du diagnostic énergétique de son installation, puis pour proposer des solutions de remodelage les plus adaptées. Alors, clairement, j'ai orienté mes travaux vers l'amélioration des sites industriels existants. Donc c'est un choix vraiment assumé. Et l'idée, c'est vraiment, du coup, il va falloir vraiment être très précis dans les données du procédé en exploitation et intégrer au mieux les contraintes inhérentes au site industriel considéré. Donc, dans le cadre de mes travaux de thèse, j'avais déjà eu l'occasion d'aborder finalement la partie chaleur fatale évitable, puisque je m'étais intéressée à un procédé de distillation réactive réputé moins énergivore. Dans le cadre de mes activités menées depuis mon recrutement, j'ai tour à tour abordé l'ensemble de ces leviers et je vais l'illustrer par la suite dans cet exposé. Alors, lorsque j'ai démarré sur cette thématique, en 2006, ma première tâche a consisté à réaliser un état de l'art sur les méthodes existantes pour réaliser ce travail. Bien évidemment, la méthode de pincement, introduite par Bodolinov au début des années 80, m'est apparue comme la méthode la plus répandue dans l'industrie. Donc, conduisant à la proposition d'un nouveau réseau d'échangeurs de chaleur, elle apparaît comme une méthodologie extrêmement pratique et pragmatique. Le problème est qu'elle ne va s'intéresser qu'à une partie de l'énergie, à savoir la part thermique de l'énergie. Donc elle ne va pas être très efficace pour pouvoir, par exemple, identifier des inefficacités du procédé liées à des pertes de charge ou à des inefficacités de transfert thermique. Elle ne va pas non plus être capable d'évaluer la quantité d'énergie perdue au travers des effluents du procédé. Donc l'analyse exergétique apparaît comme un bon complément à cette analyse, puisqu'elle va s'intéresser à toutes les formes d'énergie, qu'elles soient thermiques, mécaniques ou chimiques. Le problème de cette approche, c'est que ça demeure encore un concept assez difficile à appréhender pour l'ingénieur, que peu d'outils logiciels vont l'implémenter, et qu'elle n'est pas réellement un générateur d'idées, et qu'elle s'appuie encore aujourd'hui beaucoup sur l'expertise de l'ingénieur. Finalement, ces deux approches apparaissent comme très complémentaires et gagneraient réellement à être combinées. Selon Douglas, un procédé peut être représenté comme un diagramme oignon, composé de plusieurs couches.
Donc si la conception d'un nouveau procédé impose de s'intéresser d'abord au cœur de l'oignon, puis, en dernier lieu, à concevoir le réseau d'échangeurs de chaleur et d'utilité, la démarche d'analyse et de remodelage va, elle, plutôt avoir tendance à préserver au maximum le cœur du système. Et donc, elle va avoir plutôt tendance à essayer de s'intéresser d'abord aux couches externes du système et à ne regarder et essayer de remodeler le cœur du système que si nécessaire. Donc c'est sur ce principe que l'approche coopère étendue que nous avons développée s'appuie. Donc elle est composée de 4 étapes, ces 4 mêmes étapes qui vont constituer les 4 axes thématiques. Donc pour être pertinent, bien sûr, l'exercice de remodelage se doit de s'appuyer sur un jeu de données précis, directement issu du procédé en exploitation. Donc mon premier axe thématique va s'intéresser à des approches visant à améliorer la pertinence de la collecte de données en vue de la modélisation. Par la suite, le deuxième axe thématique va s'intéresser au remodelage des 2 couches externes de l'oignon, en ayant recours cette fois à l'analyse pincement. Dans le cas où les gains obtenus au travers de ces 2 étapes ne seraient pas suffisants, on va alors plutôt s'intéresser au procédé complet en ayant recours à l'analyse exergétique. Outre l'aspect reconception de la structure de process, on a aussi une manne d'énergie et un gisement d'économie d'énergie très important en agissant simplement sur le niveau pilotage. Ceci constitue mon 4e axe. Comme en témoigne cette planche, vous voyez qu'effectivement, on a une relative bonne répartition des thèses et projets menés dans le cadre des axes 2 à 4. Et on voit aussi la diversité des financeurs et des projets qui nous ont été proposés et qui ont été soutenus, qu'il s'agisse de projets CNRS pour des projets davantage exploratoires, ou des projets ANR, des thèses CIFRE, ou encore des projets soutenus par Total et l'ADEME pour des projets davantage en lien avec l'industrie. Alors notez que l'axe 1 n'a pour l'heure pas encore fait l'objet de thèses en propre, il a plutôt été abordé de manière transversale dans le cadre des axes 2 et 3. Alors, mon manuscrit détaille assez bien l'ensemble des contributions. Moi, j'ai choisi, dans le cadre de cet exposé, de faire un focus davantage sur le niveau conception. L'axe numéro 4, sur l'aspect planification, fera l'objet d'une description plutôt dans le cadre du bilan, puisqu'il traite de sujets et de thèses encore en cours. Alors, pour vous permettre de bien identifier les contributions apportées sur le plan méthodologique et pratique, vous verrez apparaître des petites icônes dans le cartouche du transparent, lorsque cela sera nécessaire. Alors, avant d'aborder et de rentrer dans le vif du sujet sur les problématiques et sur les axes thématiques, j'aimerais juste faire un petit aparté sur la démarche scientifique que j'ai eu l'occasion d'adopter depuis même mes débuts en thèse. En effet, dès que j'ai été recrutée en thèse de doctorat, j'ai immédiatement adhéré à l'approche systémique, chère au département procédés systèmes industriels, approche systémique nourrie par les problématiques industrielles. Alors que cela soit pour concevoir un nouveau procédé ou pour remodeler un site existant, l'approche systémique va viser à conceptualiser une problématique la plus souvent issue de l'industrie, mais c'est une approche systémique puisqu'elle va davantage s'intéresser aux relations entre les composants qu'aux composants eux-mêmes. Donc cette problématique, on va se l'approprier au moyen d'un état de l'art et on va en déduire une méthodologie et un concept qui se voudra générique et applicable à des problématiques similaires. Donc la capitalisation des avancées se traduit le plus souvent par un outil logiciel, appliqué dans un premier temps sur des exemples didactiques. La confrontation de ces outils à des problématiques directement issues de l'industrie va nous permettre de faire évoluer et d'affiner la méthodologie, car le plus souvent, elle va identifier des verrous que l'on n'aurait pas vus si on ne s'était pas frotté à des vraies problématiques. Donc je vais avoir l'occasion d'illustrer un petit peu cette démarche dans la suite de mon exposé. Alors typiquement, je vais pouvoir l'illustrer sur l'axe 1. Alors cet axe 1, comme je vous le disais tout à l'heure, a vraiment été traité dans le cadre des thèses de Stéphane Gourmelon et de Lucille Payette, traitant respectivement de l'analyse exergétique et de l'analyse pincement. Alors, il m'a semblé intéressant de vous montrer finalement et de vous illustrer ces avancées au travers d'un exemple, un exemple qu'on a eu l'occasion de traiter dans le cadre du projet Reflex, projet sur lequel je reviendrai plus tard. Et il s'agissait d'un procédé de fabrication de monochlorure de vinyle. Donc lorsqu'on cherche à modéliser un système, l'idée, c'est de récupérer l'ensemble des valeurs, des données observables du système. Donc dans les données observables, on a d'abord les données mesurables, récupérées auprès des capteurs. Donc dans le cas du procédé Vainova, on avait 200 capteurs. Et puis on va, comme le procédé n'est pas complètement instrumenté, compléter ces données par des grandeurs déductibles, déduites, de bilan matière et énergie, le plus souvent réalisées avec des simulateurs de procédés. Alors lorsqu'on a traité le cas, la première chose qu'on a faite, finalement démarche somme toute assez classique dans l'industrie, on a récupéré des données capteurs et calculé des moyennes
sur l'horizon de temps considéré. On s'est vite trouvé malheureusement confronté à des grosses difficultés qui ne nous ont pas permis d'aboutir aux grandeurs déductibles. Alors si vous regardez un petit peu de plus près les profils, alors là celui-là est délibérément un petit peu exagéré pour vous illustrer le propos, on voit bien qu'ici, sur un profil de température d'un capteur, on n'a pas un seul régime permanent, mais plutôt deux. Dès lors, estimer la valeur du capteur à une valeur moyenne apparaît évidemment comme très peu pertinent. Donc sur cette base, on a décidé de développer une analyse statistique qui permet d'essayer d'extraire de l'ensemble de ces capteurs les cas de marche du système. Alors, bien évidemment, je ne rentre pas dans le détail de la méthode. L'idée ici, c'est de reposer sur une approche qui va calculer une moyenne mobile sur un horizon glissant et qui, grâce à un test statistique, va permettre de détecter les différents régimes avec, pour chaque régime, la date de début, la date de fin, la valeur moyenne et l'écart type. Un cas de marche sera détecté lorsqu'un maximum de capteurs seront présents en régime permanent de manière simultanée. Donc avec cette approche, on a vraiment gagné en précision et il a été possible de déterminer l'intégralité des valeurs observables et qui plus est, de détecter éventuellement différents cas de marche. Ces développements méthodologiques ont donné lieu au développement d'un outil logiciel qu'on a appelé Edify et qui permet d'exploiter directement les données PI d'un site industriel pour déterminer les cas de marche d'un procédé. Alors une fois qu'on a ces données, du coup on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet et dans l'analyse du système. Alors, l'analyse qu'on préconise dans un premier temps, c'est effectivement de récupérer et d'analyser le réseau d'échangeurs de chaleur. Actuellement, dans l'industrie, de nombreuses études d'intégration énergétique sont réalisées. Le constat, malheureusement, c'est que beaucoup d'études sont réalisées, mais que peu donnent lieu à des réalisations concrètes. Alors pourquoi ? Tout simplement déjà parce que sur les aspects financiers, les temps de retour annoncés sont souvent au-delà des temps de retour souhaités par les décideurs. Et puis sur le plan pratique, les solutions ne vont pas toujours être très réalistes. Elles ne vont pas tenir compte, par exemple, de la solution de récupération existante. Elles ne tiendront pas non plus compte des contraintes spécifiques du site, contraintes qu'il est souvent difficile pour un exploitant de formuler a priori. Et enfin, elles ne tiendront pas compte de la variabilité du procédé. On en a parlé précédemment, qu'il s'agisse d'aléas sur les caractéristiques des courants, de points de fonctionnement multiples, et, dans le cas des procédés batch, de courants qui seraient même présents de manière intermittente et pas forcément simultanément. Sur le plan méthodologique, l'analyse pincement fait partie du bagage de tout ingénieur de génie des procédés, mais il a rarement eu l'occasion de l'appliquer en contexte de remodelage. Alors le projet PVC, qu'on a eu l'occasion d'avoir et qui a été soutenu par l'ADEME, a été une parfaite occasion pour nous justement de confronter la théorie du pincement à la réalité industrielle. Donc ce projet, qui a été mené en collaboration avec la Société artésienne du vinyle, qui deviendra en 2015 Vainova, visait justement à utiliser l'analyse pincement pour proposer des solutions d'amélioration et un nouveau réseau d'échangeurs sur un procédé de fabrication de PVC. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce projet, mais il a vraiment été fondateur dans notre cas, puisqu'il nous a permis de vraiment prendre la conscience de la nécessité d'intégrer l'exploitant au cœur de l'étude et au cœur du processus de décision, depuis la phase de collecte de données jusqu'à la mise en œuvre des solutions sur le site. Donc, c'est dans cet esprit que le projet Reflex a été financé quelques années plus tard, soutenu par Total et l'ADEME dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt. Donc, Lucille Payette, recrutée pour ce projet, en a été la véritable cheville ouvrière. Alors, la méthode Reflex, c'est quoi ? En fait, c'est une approche qui va consister à très pragmatique, qui va consister à exploiter les fondements de l'analyse pincement, mais pour permettre à l'industriel de proposer une solution qui intégrerait au mieux ses propres contraintes. Et ces contraintes, il pourra même les intégrer au fur et à mesure du processus de décision. Donc un des résultats qui était attendu dans ce projet, c'était réellement une preuve de concept, un démonstrateur logiciel. Donc ce projet a réuni plusieurs partenaires. Donc il y avait le laboratoire de génie chimie pour le développement de la méthodologie et du noyau de calcul, du prototype logiciel. Il y avait des sociétés, Vainova et Total, pour les aspects études de cas industriels. Et puis enfin, il y avait la société Prosim qui nous a aidés sur les collectes de données et qui a développé 2 IHN de sortie. L'approche Reflex, elle repose finalement sur une association de 4 étapes, somme toute assez classiques. Diagnostic, proposition de solutions, évaluation de ces solutions. L'apport, il réside davantage dans les méthodologies, les briques méthodologiques qu'on a apportées sur chacune de ces étapes pour répondre aux lacunes énoncées précédemment. Donc, au niveau diagnostic, évidemment, je vais prendre un exemple et très rapidement, je ne vais vraiment pas du tout le détailler, il est détaillé dans le manuscrit.
Là, ici, on a un exemple, et lorsqu'on dispose du modèle complet, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est de positionner sur un diagramme dit double échelle l'ensemble des échangeurs du site. Donc ici, j'ai positionné les échangeurs avec une utilité chaude et froide, et puis je vais positionner aussi les échangeurs de récupération. La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir évaluer la consommation nominale en utilité, c'est-à-dire la consommation du procédé actuel. On va comparer cette consommation nominale à la consommation dite maximale, c'est-à-dire la consommation d'un procédé où les courants iraient systématiquement chercher l'énergie dont ils ont besoin à l'extérieur du système. C'est déjà un premier résultat intéressant pour l'exploitant, parce qu'il va lui permettre d'évaluer la qualité de la solution mise en œuvre. La question toute naturelle qui vient par la suite, c'est de quelle marge d'amélioration dispose-t-on encore? Donc l'analyse pincement apporte ici cette réponse, puisque pour un écart de température minimale imposé entre le courant chaud et le courant froid, on va pouvoir évaluer la cible de consommation minimale. Le problème de cette consommation, c'est que pour pouvoir l'atteindre, il va falloir remettre en cause l'intégralité du site, ce qui n'est évidemment pas viable économiquement. Donc dès lors, quelle solution intermédiaire pourrait être intéressante? Tout simplement essayer de ne remettre en cause qu'une sous-partie des échangeurs de récupération. Alors évidemment, pour un procédé qui comporte n échangeurs d'intégration, ça nous conduit à 2 puissance n scénarios de remodelage. Procédé Vainova, MVC, 10 échangeurs d'intégration, 1024 scénarios. Évidemment, il n'est pas question de les élaborer et de les évaluer tous. Donc nous, on a développé une méthodologie, une stratégie de sélection des scénarios les plus prometteurs. Donc, je ne rentre pas non plus dans le détail de cette méthode. La seule chose qui me semble importante à dire, c'est qu'en fait, on a exploité un résultat qui est souvent de l'analyse pincement, qui est souvent un petit peu ignoré, qui est le résultat concernant la température de pincement. Donc c'est vraiment, à mon sens, un résultat presque plus important que le premier, et qui nous a vraiment beaucoup aidé pour développer cette petite stratégie. Donc une fois qu'on a présélectionné un certain nombre de scénarios, on va passer à l'étape de remodelage. Alors, c'est une étape très largement décrite dans la littérature. On a fait des choix. Alors, c'est très combinatoire. Notre choix à nous, c'est porté sur une approche par optimisation. Là où on s'est peut-être démarqué de ce qui se fait dans le domaine du génie des procédés, c'est qu'on a choisi une approche par programmation linéaire, et non linéaire, linéaire mixte. Alors, pourquoi? Parce que le fait de pouvoir aborder ça par une programmation linéaire génère des temps de calcul nettement moins importants, et va du coup nous permettre d'obtenir plutôt qu'une seule solution optimale au regard d'un seul critère, une série de bonnes solutions. Alors on pourrait par exemple avec notre approche décider de trouver l'ensemble des solutions qui vont minimiser la consommation énergétique du site en faisant varier le nombre de nouveaux échangeurs d'intégration à installer sur le site. C'est alors l'exploitant, ultime décideur, qui choisira la solution qui lui convient le mieux. Alors, à noter qu'on a aussi une deuxième version de modèle qui va permettre de proposer des réseaux adaptables à différents cas de marche. Donc, connaissant l'ensemble des données correspondant aux différents cas de marche, le système va proposer une seule structure, une seule topologie, qui va pouvoir s'adapter aux différents cas de marche en jouant sur les débits, les quantités de chaleur. Il jouera sur les quantités de chaleur en ayant recours à l'introduction de bypass sur les échangeurs de récupération. Par la suite, lorsqu'on a l'ensemble de ces solutions, on va passer à la phase d'évaluation. Alors encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces évaluations. On a des évaluations, des estimations, je préfère le terme estimation économique. On a l'efficacité énergétique. Je vais juste faire un tout petit mot sur un critère innovant qui est le critère de robustesse. La robustesse, selon nous, c'est la capacité du réseau à absorber les perturbations susceptibles de se produire sur le procédé. Donc on va exploiter le même modèle que le premier modèle que je vous ai présenté, mais cette fois-ci en simulation. Donc on va faire varier les températures d'entrée et on va regarder le comportement et l'impact sur les températures de sortie. La probabilité pour que les valeurs moyennes des températures de sortie restent dans des bornes que nous aurons imposées définira notre critère de robustesse. Donc l'ensemble de ces contributions méthodologiques ont elles aussi contribué au développement du prototype logiciel Reflex qui est ici. Donc d'une toute première version du modèle disponible au début de projet. Bon, même si l'approche et l'échelle TRL n'est pas forcément adaptée au logiciel, on estime être arrivé à un niveau 5 sur cette échelle, à savoir qu'on a eu l'occasion de tester notre logiciel sur des études de cas industrielles et de le valider. Dans l'approche coopère, une ultime étape vise aussi à s'intéresser à l'ensemble du process, en ayant recours à l'analyse exergétique. Donc l'analyse exergétique, ça date pas d'hier, et ça date du début du 19e siècle, avec la machine de Carnot et la notion de qualité de l'énergie.
Mon objectif, vraiment, depuis 10 ans, ça a consisté à essayer de démocratiser ce concept, jusque-là réservé aux thermodynamiciens, pour le disséminer dans le monde de l'industrie. Donc, quelle meilleure solution, finalement, que d'implémenter une méthodologie dans un logiciel et dans un prototype logiciel. Donc, c'est précisément l'objectif de la thèse d'Ali Ganatzadeh, donc thèse CIFRE, menée en collaboration avec la société ProSim. Le but était réellement d'implémenter les bilans exergétiques dans le simulateur et de les rendre aussi aisés qu'un bilan enthalpique. Alors, petite histoire, lorsqu'on a démarré sur cette thèse, on a fixé comme premier objectif d'établir la formulation générique de l'exergie d'un flux matière. On avait imaginé à l'époque n'y consacrer que 3 mois. Ça a duré 3 ans. Parce que le caractère extrêmement exigeant d'une formulation qui se veut pertinente, quel que soit le système, quel que soit l'état physique et quel que soit le modèle thermodynamique, a été beaucoup plus ardu que prévu. Donc on a eu déjà nécessité à essayer d'évaluer les 3 contributions de l'exergie thermique, l'exergie mécanique, l'exergie chimique. L'exergie chimique étant pas du tout évidente à formaliser de manière générique. Un autre sujet qui nous a occupés pendant quelques temps et quelques réunions a été d'essayer de formaliser l'exergie d'un flux diphasique. Donc vraiment, c'était quelque chose qui était très peu présent dans la littérature, très peu abordé dans la littérature. Il nous a fallu quelques temps pour arriver à aboutir à une formulation qui se veuille pertinente. Donc à l'issue de ces travaux, on a réussi à pouvoir transférer finalement ces résultats immédiatement dans l'outil. La version commerciale du composant Simulis nous permet maintenant d'évaluer de manière aussi aisée que le bilan, les enthalpies, les exergies des flux matières. Donc fort de cette expérience, la société Very nous a contactés en parallèle de la fin de la thèse d'Ali pour monter un projet Coopère. Le projet Coopère, un projet ANR. Donc partant du constat qu'il existe une énorme manne d'économie d'énergie dans les procédés de l'agroalimentaire, le but était vraiment de construire une méthodologie alliant optimisation, récupération énergétique et analyse exergétique pour l'appliquer aux procédés de l'agroalimentaire. Donc 4 partenaires, Veolia comme coordinateur, ProSim, le laboratoire pour l'implémentation des méthodes, ProSim pour l'intégration des méthodes dans son simulateur, et enfin AgroParisTech pour la modélisation des procédés agro. Alors un bilan exergétique, c'est quoi ? Contrairement à un bilan enthalpique qui va traduire la conservation de la quantité d'énergie, le bilan exergétique va lui traduire la dégradation de la qualité de l'énergie. Donc il va s'exprimer comme suit: une exergie entrante, sous forme de matière ou de travail, va être égale à une exergie sortante utile, sous forme de matière directement utilisée ou de puissance mécanique, d'une exergie perdue, ce sont les effluents non valorisés, et d'une exergie détruite. L'exergie détruite, on l'appelle aussi irréversibilité. Elle peut être liée à différentes choses, comme des pertes de charge. Elle peut aussi être liée à des non-homogénéités dans les mélangeurs. Parfois, elle est inévitable, et notamment la conversion dans une réaction chimique est inévitable pour pouvoir garantir la rentabilité du procédé. Alors, à quoi va nous servir ce bilan ? À réaliser une cartographie de l'efficacité d'un procédé. Donc ici, un procédé de production d'ammoniac, on l'a finalement fait une analyse fonctionnelle pour définir un certain nombre de zones. Et on va essayer de comparer les efficacités de ces différentes zones. Pour pouvoir comparer, on a mieux fait d'avoir recours à une grandeur intensive type efficacité. Donc une des premières grosses contributions de la thèse de Stéphane Gourmelon a été d'établir un état de l'art sur l'ensemble des formulations d'efficacité exergétique existant dans la littérature. Elles sont très nombreuses, pour trouver celle qui soit la plus pertinente et la plus adaptée à une implémentation dans un simulateur. Alors, dans tout procédé, une part de l'exergie va rentrer dans le système, transiter dans le système sans être modifiée. À titre d'exemple, dans un échangeur de chaleur, seule la part thermique du flux, de l'exergie du flux, va être modifiée. Donc, si on réécrit le bilan matière en introduisant ce fameux terme d'exergie de transit, on va faire apparaître des termes nettement plus intéressants qui sont les termes d'exergie consommée et des exergies produites. Et c'est sur ces termes qu'on va évaluer l'efficacité qui nous semble la plus pertinente, qui est l'efficacité intrinsèque. Une grosse problématique qu'on a rencontrée dans le cadre de la thèse de Stéphane, c'est que la formulation générique de l'exergie de transit dans une opération unitaire et encore plus dans une zone de procédé est très peu documentée. Donc il y a eu un gros travail de formulation nécessaire pour justement arriver à ces formulations génériques indispensables dans un simulateur. Si on divise le bilan par l'exergie consommée,
on va arriver à faire apparaître 3 termes très intéressants pour l'analyse. Efficacité, perte et irréversibilité intrinsèque. La somme de ces 3 coefficients doit être égale à 1. Donc, on peut avoir l'idée du coup de placer un point correspondant à chaque zone dans un diagramme ternaire. La position de ce point dans le diagramme va nous donner des indications sur les performances de cette zone. Donc ici, plus le point sera situé haut sur le diagramme ternaire, plus il sera efficace. La taille du point va représenter la quantité d'exergie perdue. Alors, je ne vais pas détailler encore une fois l'ensemble des points de ce procédé, mais ici, vous voyez, on a placé donc tous les points. Et donc, si on en regarde juste 2 en particulier, là, on a la zone de refroidissement post-réactionnel. Donc cette zone, en fait, elle doit être refroidie. Et on voit que comme elle est proche du sommet II, irréversibilité, elle fait état d'une grosse irréversibilité. Ce point-là, plutôt caractéristique d'une purge, fait état d'une perte exergétique importante. Une fois qu'on a fait ce constat, ce diagnostic, quelle solution proposer? Donc on a souvent reproché aux analyses exergétiques de juste faire une cartographie et s'en tenir là. Nous, on a essayé de remédier à ça en proposant des solutions à partir de ce diagnostic, en nous appuyant sur un système type raisonnement à partir de cas. Donc je peux y revenir dans les détails par la suite si ça vous intéresse. Ici, par exemple, sur nos 2 zones de procédés, on va donc aller piocher dans des bases de cas, des cas similaires, pour proposer des aménagements différents du process. En faisant ça, nécessairement, on va faire apparaître des variables nouvelles, dont il va falloir déterminer la valeur optimale. Pour ce faire, on va donc avoir recours à une optimisation sur une structure donnée, de manière à pouvoir déterminer un ensemble de solutions optimales. Donc ici, nous, on a privilégié une approche multicritère. Dans les critères qu'on a choisis, on a choisi 3 critères de consommation énergétique, donc les cibles de consommation minimale en chaud et en froid, et de puissance mécanique. Alors, le module ProSim maintenant a donc implémenté tous ces concepts dans son simulateur, et a priori, si vous simulez un process dans ProSim, vous avez les moyens, à présent, de pouvoir réaliser l'analyse exergétique de votre procédé. J'en viens à présenter maintenant un petit bilan de mes activités. Ce transparent va présenter un petit peu l'ensemble des bilans. Donc, j'ai encadré 6 thèses de doctorat, 4 ont été soutenues. Sur ces 6 thèses, 3 ont obtenu le prix Léopold Descamps, qui est le prix attribué aux meilleures thèses de l'INP. Et à noter que la thèse de Lucille Payette vient tout récemment d'obtenir un prix qui témoigne de la pertinence de ses travaux dans le monde industriel. On a systématiquement ce réflexe de valoriser les méthodologies sous forme d'outils logiciels. Au niveau de la production scientifique, une quinzaine de publications, un chapitre de livres, une quarantaine d'actes de colloques. Depuis quelques temps, je suis invitée de temps en temps à pouvoir présenter le fruit de mes travaux dans le cadre de journées thématiques. Ce qui m'intéresse davantage, c'est les projets. Donc très prochainement, on va avoir l'occasion de présenter un tutoriel sur l'analyse Pinch en collaboration avec Jean-Henri Ferras au prochain congrès de la SFGP. Un chapitre de livre est en projet avec Assad Zougaïm sur la thématique analyse de données. Et puis, on a 4 publications en cours. J'ai eu l'occasion aussi d'organiser une journée sur cette thématique, sur la thématique de l'efficacité énergétique, journée conjointe des GT Énergie et IEP de la SFGP. Et en 2020, une école thématique sur le thème analyse énergétique des procédés est en cours de projet, bon, plus qu'en projet, est prévu, en collaboration avec Romain Privat du LRGP de Nancy. Les travaux de recherche en cours et futurs. Donc l'usine du futur, j'ai choisi vraiment de placer ces travaux dans cette thématique, puisqu'en fait, mes travaux s'inscrivent dans cette thématique. Donc on vit une 4e révolution industrielle qui va mêler transition énergétique et numérique. Donc les items de l'usine du futur, c'est moins consommateur en énergie bien sûr, plus intelligent, plus flexible et utilisant des outils de production reconfigurables. Alors l'item qui m'intéresse en premier lieu, c'est le thème qui est ici, logistique 4.0. Il est intéressant pour moi parce qu'il me permet justement d'aborder ce fameux 4e axe thématique actuellement en cours. Et avec l'intégration des systèmes, la généralisation des parcs éco-industriels, la nécessité d'avoir des outils de pilotage performants devient incontournable. Donc 2 thèses illustrent ces propos, en cours actuellement. Donc d'abord la thèse d'Alexandre Leclerc, qui sera soutenue en novembre prochain, et qui vise à essayer de s'intéresser à la planification d'une chaîne logistique de chaleur fatale. Donc on a pris un exemple assez simple finalement, une chaudière industrielle qui génère de la chaleur fatale, un réseau de chaleur urbain voisin.
comment essayer d'optimiser l'utilisation de la chaleur fatale dans un contexte de demande en vapeur et de demande en eau chaude fluctuant. La thèse de Lise Mallier, menée en collaboration avec la société Proesis, c'est une thèse CIFRE, vise, elle, à s'intéresser à la gestion optimale des installations de cogénération dans un contexte de marché. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser au mieux le fonctionnement des chaudières avec leurs différents modes de fonctionnement, les arrêts, les modes bouillotte, les démarrages, de manière à permettre à l'exploitant de satisfaire au mieux le contrat de revente d'électricité qu'il aura souscrit. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour pouvoir mener à bien ces deux travaux, en fait, on s'est appuyé sur des travaux de recherche qu'on avait menés 10 ans auparavant. Dans le cadre de la thèse de Mujtaba Agha, on avait développé un formalisme de modélisation, appelé ERTN, qui vise finalement à modéliser de manière très intuitive, car graphique, les systèmes. À chaque élément graphique, à chaque élément sémantique correspond un jeu d'équations instanciables grâce à des valeurs qu'on va pouvoir positionner sur ce graphe. Et on va pouvoir ainsi générer automatiquement le modèle d'optimisation. Donc on avait à l'époque utilisé ces travaux pour pouvoir justement montrer l'intérêt d'avoir une gestion intégrée de la production et de la centrale de cogénération associée. Et aujourd'hui, on les réutilise. Alors Lise Mallier les réutilise dans ses travaux. Elle a même permis justement de prouver cette généricité, puisqu'on a eu l'occasion de développer l'outil qui permet de générer automatiquement le modèle à partir du graphe. Et puis Alexandre Leclerc, il est allé plus loin dans le modèle, puisqu'en fait il a ajouté au bilan matière les bilans enthalpiques nécessaires à la gestion de ces systèmes. Quel projet sur le court terme? Alors à très court terme, un projet qui nous semble majeur pour nous, c'est la valorisation de l'outil réflexe. Un gros travail va être nécessaire sur la robustesse du noyau et sur l'ergonomie du logiciel pour pouvoir en faire un produit qui serait compatible avec une exploitation commerciale. On a aussi quelques travaux à faire pour améliorer encore un peu mieux la viabilité et l'acceptabilité des solutions. Donc on a pas mal d'idées là-dessus. Intégrer notamment l'impact de la température sur les propriétés calorifiques du fluide. Être capable d'intégrer aussi des notions telles que l'encrassement des échangeurs, ça nous semble important. Ou encore être capable de recycler, de proposer une réutilisation des échangeurs qu'on aurait remis en question pour les remettre ailleurs sur le site. À noter qu'avec ProSim, on avait même développé un outil qui est finalement une map sur laquelle on va pouvoir positionner les différents courants chauds et froids du process, de manière à pouvoir même anticiper sur les travaux de génie civil à venir. Donc on aimerait bien pouvoir redévelopper un petit peu cette map. Sur le plan théorique, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la méthodologie réflexe, elle part d'un principe, c'est qu'un système qui devra passer d'un cas de marche à l'autre, va passer de ce cas de marche à l'autre sans retard et sans aucune difficulté. On sait très bien que la réalité est tout autre et qu'il va être nécessaire que la commandabilité d'un système va être très fortement dépendante de sa configuration. Donc on a initié des travaux et des réflexions avec le LAGEP, Isabelle Pitot ici présente, qui nous occupe actuellement et qui vise justement peut-être à essayer de viser un dépôt de projet ANR sur la commandabilité des réseaux d'échangeurs en 2020. Dans la mesure où on envisage aussi de s'intéresser au procédé batch, Vainova nous a déjà fait part de son soutien. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, pour pouvoir évidemment travailler sur la commandabilité des systèmes, il va falloir s'intéresser à la dynamique du système. Et donc, s'intéresser à la dynamique, ça veut dire peut-être essayer d'exploiter ce fameux composant Edify dont j'ai parlé pour étudier les transitoires entre les régimes permanents. L'outil Edify, on aimerait aussi pouvoir le valoriser. Alors, une idée qu'on a, nous, au niveau du labo, ce serait peut-être de le coupler avec un logiciel actuellement développé et utilisé par la société Proesis, c'est-à-dire le logiciel de comptage énergétique CBE, puisqu'on aimerait pouvoir exploiter cet outil qui nous permet d'avoir une information très précise sur les cas de marche du système et donc qui serait très utile pour notamment l'évaluation des critères de performance énergétique dans le cadre de la norme ISO 50001. À noter qu'on a des travaux finalement assez complémentaires aussi avec les travaux des mines qui réfléchissent à la définition des schémas d'instrumentation optimaux dans le cadre aussi des audits énergétiques. Sur le plus long terme, enfin, donc là j'évoque des axes thématiques qui me tiennent à cœur, que j'envisage d'aborder sur un horizon plus lointain. Donc nos récents travaux ont travaillé à la planification de la chaîne logistique de la chaleur fatale. Moi j'aimerais travailler et réfléchir aussi à la brique conception. On connaît les fournisseurs de chaleur fatale, on a identifié un certain nombre de demandeurs. Quelle serait la chaîne logistique composée de transport, valorisation, stockage idéale pour aller de ce point A à ce point B?
L'énergie et l'usine de futur laissent la part belle aux énergies renouvelables, donc il me semblerait important d'intégrer dans les méthodologies que j'ai proposées la possibilité d'intégrer ces énergies renouvelables. Donc le caractère un peu intermittent et non prévisible de ces énergies va forcément induire une complexité supplémentaire dans ces travaux. Enfin, lorsque j'ai travaillé dans toutes mes investigations, les systèmes et le stockage de la chaleur m'est apparu vraiment comme une opération unitaire d'avenir sur laquelle il va falloir travailler. Il y a énormément d'innovations dans ce domaine. C'est une thématique très transversale en génie des procédés, et ce serait intéressant qu'on puisse animer un axe sur ce thème et transférer ces réflexions en enseignement. Donc j'aimerais terminer cet exposé en précisant que ce travail de synthèse, certes très exigeant, m'a procuré beaucoup de satisfaction, tout simplement parce qu'il m'a ouvert de nouvelles perspectives dans l'exercice de mon métier. Alors je ne reviendrai pas sur l'envie de valorisation, juste préciser que ces travaux d'HDR, j'aimerais pouvoir les valoriser peut-être sous la forme d'un ouvrage à destination des étudiants. J'aimerais aussi contribuer à la visibilité du laboratoire sur cette thématique auprès des communautés scientifiques, françaises et européennes, mais dans le monde industriel. Et enfin, continuer à développer une nouvelle pédagogie, toujours avec une motivation, et celle qui m'intéresse le plus, c'est de susciter plus l'intérêt des étudiants et de développer leur autonomie. Donc, si je veux qualifier le métier d'enseignant-chercheur, je dirais qu'il est stimulant sur le plan intellectuel, enrichissant et gratifiant sur le plan humain, un petit peu envahissant sur le plan personnel, mais que malgré toutes ces frustrations que nous imposent souvent les multiples casquettes qu'on peut avoir dans ce métier, les satisfactions que je peux éprouver au quotidien me confortent dans le choix que j'ai formulé il y a 13 ans. Je vous remercie de votre attention.